aujourd'hui, on va parler d'Anki. J'aimerais pour commencer vous donner quelques chiffres qui me tiennent un peu à cœur. Euh, un pétaoctet, 500 000 heures de vidéo, plusieurs milliards de livres, tout Internet depuis 2016. C'est le nombre potentiel, enfin c'est la quantité de données potentielles que votre mémoire est capable d'incorporer. C'est des chiffres qui ont été 10 fois inférieurs à ce qui a été annoncé il y a quelques années auparavant. Donc, on se rend compte de plus en plus qu'on a une mémoire qui est énorme et tout l'intérêt est de savoir comment l'utiliser, à savoir que en fait, peu importe les cours que vous prenez, peu importe ce que vous apprenez, que ce soit des langues ou même votre métier, pour votre cerveau, c'est vraiment rien du tout. Maintenant, effectivement, on a des difficultés, on a des rattrapages, tout ça. Tout ça n'est pas dû au hasard, c'est par une utilisation qui n'est pas forcément optimale du cerveau. Et je vais d'abord commencer un peu à introduire Anki par ça, et puis après on va se plonger vraiment sur Anki même. Donc je vous dis qu'on a des capacités assez extraordinaires, et j'en tiens pour preuve ces deux messieurs-là, dont Alexis Lemaire qui lui utilise son cerveau pour calculer la racine 13e d'un chiffre enfin d'un nombre à 200 chiffres, là c'est 100 chiffres sur la photo. En quelques secondes, il avait fait racine 13e, 200 chiffres en 7 secondes et quelques, donc ce qui est énorme. Et on a en bas Sylvain Arvidieu, qui lui est capable de réciter 1955 chiffres à la suite de mémoire. Là, c'était des personnes. Donc ces personnes-là, vous doutez bien qu'ils ne sont pas nés comme ça. On ne naît pas en sachant calculer la racine 13e et encore moins en récitant plus de 1000 chiffres à la suite. Donc en fait, on est tous avec un stock de neurones qui est de l'ordre de 100 milliards. Et en fait, ce qui va différencier nous deux, de ces messieurs-là que vous avez en image, c'est un, l'entraînement, et deux, l'utilisation de leur cerveau. Il y a des personnes qui utilisent différemment leur cerveau. Par exemple, il y a des mathématiciens qui utilisent leur cervelet, qui est de base n'est pas conçu pour les calculs, tout ça, qui lui permet en fait de visualiser devant ses yeux des chiffres, enfin de l'imaginer, et ça leur permet de calculer en 3D devant eux. Donc en fait, ils utilisent des parties du cerveau que nous, on n'utilise pas pour faire ce qu'ils font. Ça s'appelle de la neuroergonomie, c'est que de l'utilisation du cerveau et que de l'entraînement. Il me plaît de montrer un peu cet escalier de pan rose. C'est une illusion d'optique où en fait on a l'impression de tout le temps monter marche par marche. Et ben en fait ça symbolise un peu l'entraînement qu'on aura avec Anki, où en fait c'est beaucoup de répétitions sur une durée que je vais vous expliquer après. Et à chaque marche que vous allez monter, vous allez engendrer des connexions neuronales et ou renforcer ces connexions que vous avez déjà, si c'est déjà des connaissances que vous avez acquises. Donc, en fait, c'est un perpétuel entraînement pour renforcer ces connexions. Donc, en résumé, en fait, on est tous plus ou moins des génies. Encore faut-il juste savoir le savoir et le découvrir et être capable de déclencher ce génie potentiel qu'on a tous. Enfin, on a à quelque chose près, on démarre quasiment tous avec le même potentiel. Il y aura l'environnement qui va différencier certaines choses, mais en tout cas, c'est en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'Anki, qui est un logiciel d'apprentissage qui est excellent, qui a des possibilités que d'autres logiciels n'auront pas. Et là, en fait, ça va vraiment respecter un peu cette neuroergonomie que je vous ai parlé juste avant. Pour apprendre, ça va être adéquat à notre façon de réfléchir et de penser. Effectivement, par exemple, notre mémoire de travail est très limitée, à tel point que si on encombre intellectuellement une personne, on est capable de lui payer avec du papier blanc. C'est une expérience qui a été menée. On est capable de faire énormément de choses. Donc, il faut savoir qu'on a une mémoire de travail et on ne peut pas lire une page et espérer après, 10 minutes plus tard, s'en souvenir entièrement. Donc, si on ne respecte pas comment fonctionne notre cerveau, notre mémoire, notre matière grise, on aura des difficultés. Il faut savoir que notre cerveau est tellement puissant que même si on a une utilisation mauvaise de celui-ci,
on pourra quand même avoir des résultats plus ou moins importants selon nos objectifs, mais il ne faut pas espérer plus que ça. Si vous voulez vraiment performer et être sur du haut niveau, il va falloir vraiment respecter comment on est fait et comment on fonctionne. Voilà, ceci étant dit, Anki est basé sur des bases scientifiques qui se basent sur des travaux de deux messieurs, dont le premier qui est Hermann Ebbinghaus, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui lui est considéré comme le père de la psychologie expérimentale de l'apprentissage. Et il s'est rendu compte qu'il arrivait à réciter une liste euh, plus facilement s'il répétait dans la durée les informations, enfin, les informations de la liste. Et c'est lui qui va, en 1985, faire la première courbe de l'oubli, que tout le monde parle. Et ben, c'est ce monsieur-là qui a fait cette courbe-là. Et en fait, on voit qu'on lit un cours et la rétention, elle est proche de 100%, et avec le temps, elle va diminuer drastiquement. Et on voit qu'avec la répétition qui schématise le niveau de rétention d'informations en vert, à chaque répétition, on gardera un niveau de rétention proche de 100. Vous voyez aussi que la répétition, ce n'est pas toutes les 10 minutes, mais l'intervalle de répétition s'agrandit au fur et à mesure. Ça peut être 10 minutes un jour, peu importe. Ça peut être 3 jours, c'est pas ça qui compte, c'est plus la répétition dans le temps. C'est le principe en tout cas. Et plus vous allez avancer vers la droite, et plus vous aurez une connaissance fixe au long terme. Par la suite, 100 ans plus tard, il y a Sébastien Lechner qui va reprendre un peu les travaux de Hermann et qui va concevoir dans l'idée de répétition espacée dans le temps un système de cartes qui va incorporer dans des boîtes. Si vous répondez à la carte qui est située dans la boîte 1 correctement, vous passez à la boîte 2, puis 3, puis 4, puis 5. Si vous répondez incorrectement, ça va être plutôt l'inverse. Et là, vous voyez déjà comment en fait, on a un algorithme là, qui est physique, mais qui va se transformer en numérique sur Anki. Et c'est vraiment ces deux bases-là que Anki va se positionner. Donc, vous avez compris les principes de répétition active et espacée, parce que non seulement sur ce système de boîte, en fait, quand vous allez devoir répondre, c'est de la répétition, enfin, c'est de la réponse active, c'est-à-dire que vous n'allez pas lire la réponse, vous allez essayer de la réciter dans votre tête, comme le principe de la feuille blanche, on prend une feuille, on revoit le cours, puis on prend une feuille blanche et on va tout écrire, tout ce qu'on se souvient. Ben là, c'est la même chose. Ça, c'est de l'actif. Le passif, c'est considéré comme, par exemple, relire les fiches par certains pédagogues de low utility, de faible utilité. Même si tout le monde le fait, en fait, c'est de faible utilité pour la rétention des informations. En fait, effectivement, avec l'école, on nous a toujours dit qu'il faut se concentrer, apprendre une poésie, utiliser des méthodes, tout ça, mais en fait, on ne nous a jamais appris à apprendre tout simplement. Et pourtant, il y a des techniques très simples et très faciles d'accès qui sont extrêmement efficaces à tel point qu'on est capable, à des enfants de 4 ans, de leur faire apprendre le tableau périodique en entier en 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le tableau périodique, des doctorants ne le connaissent pas, je ne le connais pas, et des enfants de 4 ans sont capables de le faire, et là, c'était par l'intermédiaire du jeu. Donc, vous avez compris comment la base de Anki. Maintenant, vous comprenez que Anki utilise des cartes dans un algorithme, et je vais essayer de vous expliquer un peu comment on va faire des belles cartes. Chacun a sa propre méthode, chacun a ses utilisations différentes, mais il y a quand même des règles d'or qui, selon moi, sont essentielles, en tout cas pour les débutants. Après, vous pourrez les modifier si vous avez envie, mais ça me paraît essentiel de commencer par là et puis de voir par la suite ce que vous avez envie de faire. J'ai pris un exemple assez simple sur la réaction inflammatoire. Déjà, il y a un principe qu'il faut respecter et qui est pour moi la plus fondamentale, et c'est pour ça que je vais commencer par celle-là, c'est qu'une carte égale une info. Je répète, une carte égale une info. Il faut surtout appliquer ça, c'est vraiment le plus important. Vous voyez qu'une carte est constituée d'un recto et d'un verso. Dans ce verso-là où vous allez mettre votre réponse, il va falloir diviser le maximum les informations. C'est-à-dire que là, sur la réaction inflammatoire, j'ai les signes généraux et locaux sur la même carte. Ça va être problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme est appliqué pour chaque carte. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien les signes généraux de Anki,
mais que vous ne connaissez pas les signes locaux, vous allez devoir dire que vous avez mal répondu à la carte. Et c'est dommage de modifier un algorithme qui va vous reproposer plus souvent cette même carte pour au final revoir qu'une partie des informations. Ça ne sert à rien de revoir plus souvent quelque chose que vous maîtrisez déjà. Donc en fait, on va essayer de diviser les informations et de mettre qu'une info. Par exemple, sur les cartes, j'ai mis les signes généraux et locaux sur 2 cartes différentes. Et là, ça va personnaliser au maximum vos cartes. Autre chose qui est importante, je vous conseille très fortement de mettre votre recto sous forme de question. En fait, ça va être plus simple pour cibler les informations. Parce que là, par exemple, les signes de la réaction inflammatoire, en fait, on ne sait pas si on parle des signes généraux, des signes locaux, des signes biologiques, des signes cliniques, paracliniques. En fait, il va falloir être précis dans les questions parce que sur une carte, ça va aller pour s'en souvenir, mais quand vous aurez des paquets de cartes de 5000, c'est juste pas possible de souvenir de ce que la question demande, ce que le recto demande. Ce qui fait que vous allez mettre que vous avez mal répondu sur des choses que vous connaissez déjà. Vous allez augmenter votre charge de travail et travailler un peu dans le vent, en fait. Donc, on essaye de faire des questions avec une carte égale une info. Et voilà, vous aurez déjà quelque chose de plus concret. L'algorithme va mieux s'adapter à ce que là où vous avez des difficultés. Et il y a une dernière chose qui va faire la troisième règle d'or, c'est qu'il va falloir, dans vos réponses, être le plus synthétique, clair et limpide possible. Je vous déconseille très fortement de faire ce genre de carte pavée pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aurez, au lieu de 500 cartes, par exemple, vous n'aurez que 100 cartes, mais vous allez mettre 2-3 minutes avant de réciter une carte qui ne va pas vous stimuler en fait intellectuellement. Ça va être barbant, très long à faire. Vous allez vous ennuyer. On a un système de satisfaction, de récompense en fait quand on travaille. On a une balance avec la dopamine. Et plus vous êtes récompensé sur des petites échelles, à chaque fois que vous passez une carte, c'est une micro-récompense pour le cerveau. Donc, vous allez maintenir une motivation et une concentration plus grande si vous passez beaucoup de cartes à la suite. Donc, on essaye de diviser au maximum les cartes et d'être le plus synthétique possible. On va extraire les informations les plus importantes en suivant une loi qui est assez connue, celle de Pareto ou 80-20, qui dit qu'en fait, cette loi, elle dit que 80% des effets sont causés sont le résultat de 20% des causes. Nous, on va utiliser ça pour les cours. On va dire que pour une évaluation, 80% de votre note, ça va être basé que sur 20% du cours. Et l'objectif, c'est de tirer de votre cours 20% des informations pour avoir 80% de la note. Donc, par exemple, que la fièvre, ici, qui est marqué que c'est une élévation de la température corporelle, il n'y a pas besoin de marquer ça. Vous allez mettre du temps à lire, ça va vous encombrer d'informations inutiles alors que vous connaissez déjà. Et comme je vous ai expliqué, on a une mémoire qui peut être saturable si on apporte trop d'informations d'un coup en très peu de temps. Donc, votre cerveau va faire un tri et parfois un mauvais tri sur les informations qui peut être inutile. Donc, coup de Pareto, de ce paragraphe-là, on va essayer d'en tirer seulement les informations, les mots-clés les plus importantes. Et ça sera déjà très bien. Donc, on fait une carte, une info, on essaye de synthétiser, de clarifier au maximum et on essaye de faire ça sous forme de questions. Quand vous serez devant un patient, ça sera des questions qu'on va vous poser. Quand vous êtes devant une évaluation, ça sera des questions aussi. Et même quand vous interrogez vous-même, si on demande les signes cliniques généraux de la réaction inflammatoire, en fait, vous allez vous demander, mais quels sont les signes cliniques? Et ça va sous forme de question. Ça va être plus naturel pour vous de répondre à une question et de ressortir les informations si c'est induit sous forme de question. On va éviter aussi, comme ici, les abréviations. Le but, c'est d'être le plus rapide possible. Et les abréviations, déjà, ça dépend des personnes. Certains n'utilisent pas les mêmes abréviations. Ça peut être un problème si on travaille en groupe. Et en plus, ça ne facilite pas la lecture. Donc, on évite les abréviations. On essaye aussi de mettre des illustrations, des phrases mémotechniques. Et là, ça sera déjà vraiment pas mal. Si vous appliquez ça, déjà, vous aurez des choses vraiment concrètes à apprendre et ça sera beaucoup plus simple pour votre mémoire. Tac. Donc, on a vu comment faire des belles cartes.
Mais maintenant, il faut savoir quels sont les types de cartes. Il y a 3 types de cartes sur Anki. Celles qui sont nouvelles, qui sont schématisées en bleu, celles qui sont en phase d'apprentissage, qui sont schématisées en rouge, et celles en phase de révision en vert. Vous aurez compris, en fait, les bleus, les nouvelles, vont passer en rouge, puis en verte, selon l'algorithme, selon comment vous répondez correct ou faux. Le principe de votre journée sur Anki, c'est d'avoir 0 partout sur les cartes à réviser et en phase d'apprentissage. Et par la suite, une fois que c'est fini, c'est de faire des cartes bleues, d'apprendre des nouvelles cartes, d'incorporer des nouvelles connaissances dans votre base de révision. Il faut savoir que 15 nouvelles cartes par jour, c'est un rythme qui est plutôt tranquille. 30 cartes, c'est un rythme qui est plutôt bien, c'est assez soutenu. 50 cartes, c'est vraiment un rythme extrêmement soutenu et difficile à tenir. Le principe d'Anki, c'est de démarrer dès le début d'année, le plus tôt possible, d'incorporer des cartes au fur et à mesure sur la durée. Il y a toujours cet effet d'espacement sur la durée avec Anki et de ne pas incorporer des nouvelles connaissances brutalement le même jour. Parce que le problème, c'est que vous aurez une charge de travail qui ne sera pas lisse. Vous aurez des pics, par exemple 300 cartes la même journée et puis 50 cartes le lendemain. Et ce n'est pas ce qu'on veut avec Anki. On préfère quelque chose de lisse qui vous prendra moins de temps et qui sera plus agréable à réviser en termes de charge de travail. Donc, ça, c'est la page principale d'Anki. Il y a des fenêtres sur Anki. Il y en a 3 principales. Il y a la fenêtre ajoutée, qui est la fenêtre d'édition, là où vous allez créer vos cartes, qui se présente comme ceci. Vous aurez à choisir les types de notes. Les types de notes, c'est ce qu'on peut faire en fait, soit des recto verso, soit rajouter des sections recto verso, informations complémentaires, phrases mémotechniques. On peut rajouter des types de notes de texte à trous, de schémas. Je vous conseille vraiment, pour commencer, de rester sur du basique recto verso. C'est largement suffisant. Si après vous avez envie de complémenter, vous pouvez, mais vraiment juste recto verso, c'est déjà amplement suffisant. Après, vous avez là où vous mettez vos cartes dans quel paquet. Puis après, bah, c'est basique, hein, c'est format de texte. Il n'y a rien de particulier sur cette fenêtre-là sur Anki. Donc, une fois que vous avez ajouté vos cartes, il va falloir les réviser, comme je vous ai expliqué, les cartes bleues. Là, c'est votre page principale d'accueil. Vous cliquez sur le deck et vous allez arriver sur cette page-là avec quelques informations. Vous cliquez sur étudier maintenant et vous aurez ce genre de présentation. À savoir que de base, vous avez juste la question qui est affichée. Une fois que vous avez répondu dans votre tête, vous appuyez sur entrée, le bouton qui va se situer ici, afficher la réponse, et vous aurez 4 boutons. En fonction de comment vous avez répondu, vous allez appuyer sur différents boutons. Pour savoir comment choisir, c'est très simple. Vous avez le bouton à revoir. Si vous n'avez pas su répondre complètement à la question, vous appuyez dessus, d'accord? Si vous avez su répondre entièrement à la question, mais ça a pris du temps, c'était difficile, appuyez sur difficile. Si ça a été, vous avez bien réussi, correct, vous pouvez appuyer dessus. Si c'était plus limpide, appuyez sur correct. Facile, je vous déconseille d'utiliser ce bouton-là. Parce que vous voyez, en fait, la marche entre correct et facile, elle est juste énorme. Et en fait, elle va vous servir uniquement pour les connaissances que vous avez vraiment sur le long terme déjà acquises, mais ça doit vraiment rester de l'ordre de l'exception d'appuyer sur facile. Restez sur correct difficile principalement, et puis vous jugez à peu près difficile. Si jamais, par exemple, vous n'étiez pas attentif, vous connaissez la réponse, vous savez que vous connaissez la réponse, mais vous avez mal compris la question, vous pouvez appuyer par exemple sur difficile pour éviter d'augmenter votre charge de travail en appuyant sur à revoir. Il y a une alternative à ça, c'est d'enfouir les cartes. Sur le côté, vous aurez un bouton en fait, qui n'est pas schématisé ici. Vous cliquez sur ce bouton-là et ça vous propose soit d'enfouir une carte ou de la suspendre. Enfouir, ça va vous permettre de reporter la carte à la prochaine ouverture d'Anki ou du moins le lendemain. Ça permet, si jamais vous n'avez pas été attentif et vous avez vu la réponse et vous n'êtes pas sûr de la connaître, vous enfouissez votre carte, vous la reverrez le lendemain et vous saurez si vous la connaissez ou pas la réponse. Et suspendre, en fait, ça revient à mettre en pause la carte et de ne plus l'intégrer dans la révision. Voilà ce qu'il y a à dire pour la fenêtre de révision. La dernière fenêtre, et qui est selon moi un atout excellent, majeur de Anki, que vous avez quasiment nulle part, c'est la fenêtre parcourir, la fenêtre de recherche. Votre Anki, ça va devenir après votre base de données.
là où vous avez, avec la loi de Pareto, mis des informations que vous voulez apprendre sur Anki, vous allez pouvoir faire par la suite des recherches entre les cartes. De base, quand vous révisez sur des cours ou sur des fiches, si vous avez envie de vous remémorer une information, il va falloir aller chercher dans un PDF, faire un CTRL F, chercher le mot-clé parmi tous les mots qui se ressemblent dans tout le PDF. Et si ce n'est pas le bon PDF, eh ben, il va falloir encore chercher sur les autres PDF. En gros, vous allez passer un temps monstrueux à faire des liaisons entre les cartes, à chercher d'autres informations que vous avez oubliées. Alors que sur Anki, avec la barre de recherche qui est située ici, vous pouvez en 5 secondes retrouver l'information que vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez filtrer par deck, par tag, par couleur de drapeau, selon si vous avez révisé hier ou il y a un mois. Vraiment, tout est personnalisable. Et quand vous maîtrisez ça, c'est vraiment extrêmement performant. Et vous avez deux systèmes de rangement, du coup, sur Anki, le rangement par paquet, donc par deck, et le rangement par tag. Ce qui semble le plus performant, c'est le rangement par tag. Vous voyez ici, là, j'ai un rangement par paquet avec des sous-paquets, des sous-sous-paquets, des sous-sous-sous-sous-paquets. Et ben, les tags, ça se présente aussi pareil. Vous voyez, là, j'ai fait un tag rangement avec le sous-tag niveau, sous-tag premier cycle, etc. L'avantage de ranger par tag, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs tags sur une même carte. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez mettre un tag pharmaco et cardio pour dire que vous apprenez une carte sur la pharmacologie de la cardiologie, et ben, vous allez pouvoir mettre ça sur la même carte, ce qui n'est pas possible avec les paquets. Et ce qui va vous permettre de cibler les recherches au maximum. C'est-à-dire que si vous voulez rechercher tous les médicaments qu'on utilise dans la cardiologie, vous avez juste à mettre dans la barre de recherche que vous recherchez le tag cardio-pharmaco et ça va vous sortir toutes les cartes cardio-pharmaco. Donc, c'est extrêmement puissant. Puis, vous avez un système de couleurs, de drapeaux et plein d'autres choses en fait que je vous laisserai découvrir. Qui est plutôt le plus important pour vous, c'est de comprendre le système de rangement par tag et cette barre-là, en fait, qui vous permet de rechercher des informations. Vous avez une autre fenêtre qui est un peu à part, qui est là où il faut avoir des connaissances un peu plus poussées dans qui c'est statistiques. Mais elle vous permettra notamment de savoir votre charge de travail. Si vous passez votre flèche sur les barres, vous savez quelle quantité de cartes vous avez à faire le lendemain ou dans un mois. Mais les statistiques, ça vous donne aussi le nombre de fois que vous appuyez sur le bouton correct, le temps que vous mettez à répondre, selon la durée, enfin si c'est sur un paquet entier, si c'est sur un an. Vous voyez votre progression. C'est aussi un avantage d'Anki, c'est que tout ce que vous faites sur Anki, c'est décrit dans des statistiques. Ça vous permet, une fois que vous connaissez bien Anki, de modifier vos paramétrages pour être encore plus performant. Voilà pour les statistiques. Je vous laisserai découvrir. Il y a pas mal de statistiques. C'est plutôt bien indiqué. Ça, c'est pour l'utilisation générale d'Anki. Mais c'est pas fini. Avec Anki, on peut rajouter une couche de personnalisation pour maximiser votre rétention, le rendement que vous avez, en ajoutant des fonctionnalités qui créent par la communauté qui s'appellent des greffons, ou autrement des add-ons. Les greffons, ça vous permet de rajouter des options sur Anki, qui vous permet de modifier vos statistiques, l'apparence de Anki, de rajouter des options d'édition, des raccourcis clavier. Vous avez vraiment une énorme panoplie de greffons qui est créée par la communauté et qui vous permet de faire tout ce que vous avez envie dans Anki. Ce qui fait que vous passez d'un Anki qui ressemble à ça, donc vous voyez un peu le format, à un Anki qui peut devenir comme ça. Ça, c'est mon Anki personnel que j'ai paramétré tout ça avec les greffons. Le truc, c'est que avec une interface grise, sans son, sans bruit, sans pop-up, au bout d'un moment, sur une journée, une semaine, ça va aller. Un mois, ça peut passer. Mais au bout d'un moment, travailler 2 heures à la suite, juste d'appuyer sur espace correct, espace à revoir, en fait, ça va devenir très barbant. Ça va être répétitif. Et comme vous voyez, par exemple, dans les jeux vidéo, en fait, il y a des pop-up, il y a des sons, c'est lumineux, c'est joli, c'est beau, il y a plein d'interactions partout. Tout ça, c'est des études scientifiques qui ont été faites sur les jeux vidéo pour nous captiver sur de longues durées et mettre notre attention sur du long terme sur le jeu vidéo. Sachez, il y a une statistique qui est assez impressionnante, il y a un jeu qui s'appelle World of Warcraft qui cumule ce jeu, il cumule
plus de nombre d'heures de jeu que l'humanité existe. Donc en fait, c'est juste colossal le nombre d'heures passées sur le jeu vidéo. Alors imaginez si les gens jouent autant à un jeu vidéo avec une aussi grosse communauté, comment ça pourrait être un logiciel qui est sous forme de jeu, avec des pop-up, des sons, tout ça, des belles images, comment notre attention pourrait être calée pendant très longtemps sur un jeu vidéo. Les jeux vidéo sont basés sur un jeu de dopamine, comme je vous ai expliqué auparavant. Et j'ai implémenté mon hockey de pop-up, tout ça, de son qui va vous permettre de déclencher des micro-récompenses pour le cerveau, donc des lâchers de dopamine qui vous permet de constamment être récompensé par votre avancée. Aussi, vous avez sur le hockey, donc tout ça, je vais vous le donner. Le cadeau que je parlais à la fin, en fait, j'ai tout paramétré déjà de base. Vous avez juste à télécharger, vous aurez tout de fait, de tout paramétrer avec tous les tutos et les explications de fait. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, là, j'ai une barre de progression de mon deck avec toutes les statistiques de comment j'avance, comment je réponds, à quelle vitesse. J'ai une barre de vie aussi. Plus je réponds, plus elle augmente. Et moi, je réponds bien, plus elle descend. Ça me permet de vraiment m'implémenter dans un jeu. Encore mieux, il y a des personnes de la communauté qui ont implémenté des vrais jeux dans qui ça s'appelle de la gamification. Il y a la donne Pokémon Key et Abatica, où en fait, plus vous répondez, plus vous avancez dans vos révisions, plus vous allez gagner des récompenses dans le jeu que je vous ai cité auparavant. Ça permet de garder... ouais, je répondrai à la fin du coup aux questions. Ça va peut-être plus simple. Voilà pour ça. Donc, je vous ai expliqué comment faire les cartes. Une carte égale une info sous forme de questions synthétiques, les différents types de cartes, les bleus, nouvelles à revoir en révision. Je vous ai expliqué les add-ons, je vous ai expliqué un peu les différentes fenêtres. Juste, il faut savoir que dans un cours, il faut considérer votre cours comme des données brutes. Si vous faites du copier-coller, vous absorbez des données brutes. Et pour votre cerveau, ce n'est pas des informations qui vont pouvoir être transformées facilement en connaissances. Il va falloir procéder par des étapes de transformation et de modelage de l'information pour les intégrer dans votre mémoire. En fait, on va en quelque sorte sculpter l'information pour qu'elle soit adaptée à ce que votre mémoire est capable de saisir l'information et de la retenir. C'est-à-dire qu'il y a sur les informations, les données brutes, en fait, ça va être comme rouler avec des pneus lisses sur une route givrée. Sur à 110 km/h. En gros, pour votre cerveau, ça représente la même chose. Les informations vont glisser et ça ne va pas être adhérent pour votre mémoire. Tout l'enjeu est de dégivrer la route et de mettre des pneus avec des rainures pour évacuer l'eau éventuellement ou augmenter l'adhésion à la route. Et ça va être tout l'enjeu de la transformation des connaissances, en fait, enfin, des données brutes. Donc, si déjà vous commencez par respecter les 3 règles d'or, ça sera déjà un très bon point et vous allez voir de manière significative une transformation sur la manière d'apprendre et comment vous retenez vos informations. Mais si en plus vous allez transformer les informations, et je vais vous expliquer un peu comment faire, vous allez avoir une rétention vraiment plusieurs fois élevée comparé à ce que vous avez avant. Déjà, il faut comprendre, comme je vous ai expliqué avec la loi de Pareto, que votre Anki, il faut le considérer comme un coffre-fort. Un coffre-fort, il y a une taille limitée et vous allez entreposer seulement les choses les plus importantes pour vous, ce qui est le plus précieux pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre un diamant brut, vous allez sculpter, et une fois qu'il aura pris la valeur en sculptant, vous allez l'entreposer dans ce coffre-fort. Votre Anki, ça doit être pareil, il doit être le plus propre possible et sélectionner les informations les plus importantes dans votre Anki. Donc, toujours avec le principe de la loi de Pareto. Une fois que vous avez repéré dans votre cours les informations les plus importantes que vous allez vouloir stocker, il va falloir un peu transformer ces diamants bruts en diamants que vous aurez un peu manipulés et transformés. J'ai fait cette pyramide-là où en fait la base, donc vous définissez votre socle de connaissances, votre base de connaissances avec la loi de Pareto en choisissant les plus beaux diamants bruts.
Et vous allez d'abord essayer de comprendre les choses. Je vais vous donner un exemple concret juste après. Vous allez voir à quel point c'est important. Donc, d'abord, vous essayez de comprendre. Après, vous simplifiez, qui va vous permettre de manipuler l'information et de mieux la retenir, qui vous permettra par la suite de faire des liaisons d'informations. Et à partir du moment où vous arrivez à faire des liaisons entre les informations, vous arrivez à un haut potentiel de rétention, en fait. Et il y aura d'autres techniques, mais je vous présente déjà celle-là et puis je vous expliquerai les autres après. Donc, admettons qu'on parle du syndrome myéloprolifératif. La plupart des personnes, ils vont mettre le recto, donc la question « Qu'est-ce que le syndrome myéloprolifératif ?» et ils vont mettre comme réponse que c'est une hémopathie maligne caractérisée par l'atteinte de cellules souches hématopoïétiques. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ces termes, franchement, c'est du charabia. N'espérez même pas vous en souvenir 10 minutes après, et encore moins un mois plus tard, et surtout du premier coup. Même avec 10-15 répétitions, je ne suis pas convaincu que vous allez le retenir au long terme. En tout cas, de mon expérience, j'ai déjà mis des informations comme ça, j'ai dû repasser 20 à 30 fois des fois. Enfin, là, c'est un exemple assez simple, mais pour des exemples plus complexes, vous n'allez pas aussi à retenir. C'est quasiment sûr. Donc, on va passer par... Déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Il y a des très bons réflexes à faire par rapport à ça, c'est de définir et d'utiliser l'étymologie des mots. Syndrome, beaucoup de monde l'utilise, mais ne savent pas vraiment la définition de ce qu'est un syndrome. Un syndrome, c'est juste un ensemble de symptômes. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est juste un ensemble de symptômes. On caractérise sur un nom particulier qui est, par exemple, là, le syndrome myéloprolifératif. Donc, on a un ensemble de symptômes. Après, on va prendre l'étymologie des mots, myélo et prolifératif. Myélo, ça vient du grec myélos, en fait, qui veut dire moelle. C'est la moelle osseuse, en fait. Prolifératif, tout le monde connaît ce mot-là, mais en fait, ça vient du latin prolifère rare, qui veut dire multiplication rapide. Si on assemble tout ça, en fait, le syndrome myéloprolifératif, ça devient un ensemble de symptômes provoqués par la multiplication rapide de la moelle. Déjà, vous arrivez à comprendre ce qu'est un syndrome myéloprolifératif, et vous allez mieux la retenir et mieux l'utiliser. Par-dessus ça, on peut rajouter une couche qui est la technique de Feynman qui consiste à faire en sorte que ce que vous expliquez, ça soit accessible à la compréhension d'un enfant de 5 ans. Donc, ensemble de symptômes provoqués par la multiplication rapide de la moelle, on va le transformer en Feynman qui va dire que c'est un ensemble de symptômes provoqués par une trop grande fabrication de cellules du sang. Donc, on passe de syndrome myéloprolifératif à ça. Et déjà, vous arrivez, pour votre mémoire, vous allez beaucoup mieux retenir, beaucoup mieux comprendre et pouvoir l'utiliser par la suite. Donc là, on a un système de compréhension en haut et de simplification. De là, vous allez pouvoir manipuler mieux l'information. Manipuler ce genre de termes et ce type de phrase d'explication, ce n'est pas la même chose. Une fois que vous pouvez manipuler correctement ces informations-là, vous allez pouvoir créer du lien, en fait. Donc, si vous voulez pas la simplification, on peut voir ça comme une perte, mais non, en fait, j'ai l'habitude de dire que la simplification, c'est un plus. En fait, si je commence une phrase, vous allez, si je l'ai répété plusieurs fois, deviner la fin en fait, de cette phrase. Donc, si je vous donne le début, vous allez vous souvenir de la fin. Donc, si je vous donne la simplification, vous allez vous souvenir des termes les plus complexes. Quand bien même vous voulez quand même apprendre les termes plus complexes, vous pouvez mettre entre parenthèses égales. Syndrome, par exemple, ensemble de symptômes, je les définis sous le terme de syndrome. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir perte. Et le fait que ça soit en gris, en italique, votre œil ne va pas se projeter. Si vous lisez rapidement, en fait, vous ne lisez pas tout ce qui est en gris. Voilà pour ça. Par la suite, comme je vous disais, vous pouvez faire des liaisons grâce à la manipulation. Vous voyez que leucémie et syndrome myéloprolifératif, sur le champ lexical, en fait, c'est pas trop, on ne voit pas la liaison directe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une leucémie, c'est un cancer du sang par une production trop grande de cellules de globules blancs. Donc en fait, de but en blanc, on ne voit pas la liaison entre ces deux termes. Mais là, si je vous dis une trop grande production de cellules par la moelle osseuse, déjà qu'on voit qu'en fait la leucémie inclut le syndrome myéloprolifératif parce qu'en fait c'est une trop grande production de la moelle. Et il y a juste à retenir qu'en fait, donc les globules blancs, ça fait partie des cellules du sang. Donc en fait, vous voyez très clairement la liaison entre les deux. Ce qui fait qu'après, vous pourrez non seulement lier 2 cartes, mais 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes ensemble
Et comme je vous ai expliqué avec les phrases, si je vous donne le début, vous allez vous souvenir de la fin, c'est-à-dire que si vous oubliez leucémie, vous allez pouvoir, grâce au syndrome myéloprolifératif, vous souvenir que la leucémie, ça inclut le syndrome. Ah oui, c'est quoi le syndrome? C'est une trop grande multiplication des cellules du sang. Et là, je suis quasiment sûr que vous allez retrouver que c'est en fait les globules blancs pour la leucémie. Donc, vous passez par un chemin et vous créez de nouvelles connexions neuronales sur des informations qui, comme ça, ne semblent pas avoir de lien. Plus vous créez de connexions neuronales, plus vous allez avoir une meilleure rétention et plus vous allez solidifier les connaissances que vous avez déjà. Donc, voilà. Il y a d'autres techniques. Je ne vais pas tout expliquer. Le but, c'est de faire quelque chose de simple et de basique pour débuter. Ça, c'est déjà une technique un peu plus poussée. Il existe aussi des techniques de palais mental. Ça, c'est une technique d'association qui demande un peu plus d'expérience et d'entraînement. Mais en fait, la plupart des gens, quand ils vont vouloir définir une maladie, c'est un ensemble de symptômes, un syndrome. Par exemple, pour la réaction inflammatoire, on va faire par exemple des listes comme ça, fièvre, asthénie, amaigrissement. Jusque-là, ça va, il n'y a que 3 mots. Sachez que notre mémoire, notre capacité à retenir les informations, sur notre mémoire de travail, c'est 7 plus ou moins 2. C'est-à-dire que si je vous donne 7 chiffres, vous allez réussir à retenir. Les gens les plus entraînés, ils vont arriver jusqu'à 9, mais au-delà de 9, vous allez oublier. Si je vous donne 10 chiffres à suite, si vous n'avez pas de technique, vous allez oublier, c'est sûr. Ce qui fait que sur des listes de symptômes où il y en a 8, comme le syndrome, le syndrome méningé, où il y a 8 symptômes, fièvre, là, vous voyez, chaque case, c'est des symptômes. Si vous ne faites pas de liaison entre les deux, vous êtes sûr d'oublier, en fait. Ou sinon, il va vous falloir un très grand nombre de répétitions pour vous en souvenir. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, un numéro de téléphone, on dira plutôt par 2, 06, 12, 84, 88, 64 que 0, 6, 1, 2. Parce que pour la mémoire, c'est pas accessible de faire 0, 1, 2. C'est pour ça que vous avez ce système-là qui est mis en place. Donc, ce que je fais pour les listes, par exemple, c'est qu'en fait, je vais soit utiliser deux méthodes. La logique physiologique, la vraie logique, ou la fièvre qui est induite par une inflammation. Donc, c'est logique, en fait, l'inflammation déclenche de la fièvre. Si vous comprenez les mécanismes du corps, pour vous, c'est logique que l'inflammation déclenche de la fièvre, enfin, en tout cas, l'inflammation généralisée, si c'est local, ça devrait aller niveau fièvre. Soit vous utilisez un système de logique un peu tendu qui est la propre logique. Moi, quand je pense à inflammation dans le mot inflammation, il y a le mot flamme. Flamme, ça me fait penser à fièvre. Après, vous avez vu, j'ai loupé une étape. En fait, syndrome méningé, je l'ai simplifié en inflammation des méninges. Et en fait, ça me permet de jouer avec les mots après. Inflammation, flamme, fièvre, méninge. Comme on a un symptôme qui est la raideur nucale, la raideur méningée, en fait, on est tendu au niveau du cou dans un syndrome méningé. Donc, en fait, vous voyez, j'ai un jeu de mots en fait, entre inflammation méningée, méningée comme raideur méningée. Et là, de raideur, en fait, je vais pouvoir faire pareil des jeux de mots de logique. La raideur, c'est une position. Et on se trouve que dans le syndrome méningé, on a une position qui s'appelle une position de chien de fusil. Pareil, je vais faire des jeux de mots entre fusil, balle dans le crâne, céphalée, c'est des mots de tête, en fait. C'est juste mot de tête. Donc, en fait, une balle dans le fusil, balle dans le crâne, ça me fait penser à céphalée. Recevoir une balle dans le crâne, c'est dégueulasse, ça donne la nausée, et la nausée donne des vomissements. De là, je vais pouvoir aussi, avec raideur, penser à hypertension intracrânienne, tension comme la position tendue quand on est raide, qui me fait penser aussi à tension du nerf optique qui peut induire une photophobie. Photophobie, c'est quand la lumière, enfin, on est trop sensible à la lumière. Donc, en fait, vous voyez tout ce système de jeu de mots là, un peu de logique. Et pareil, on a un intracrânien que j'ai rendu avec céphalée, parce que céphalée, mot de tête, crâne. Voilà. Là, j'ai mis des termes techniques, j'ai mis des sigles, mais c'est pour moi, c'est parce que c'est des termes que je maîtrise très bien maintenant. Mais pour vous, il faudra faire définir les termes et pas de sigles. Voilà, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement, mais avec ce genre de façon de faire, je suis quasi sûr que demain, si je vous pose la question, peut-être que si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes, vous n'allez pas vous souvenir de tout, mais je suis quasiment sûr que vous allez vous souvenir un peu de flamme, fièvre, ou position de chien de fusil, ou
ou nausées, vomissements, des choses comme ça. C'est quasi sûr. Et même dans une semaine, vous aurez encore des choses que vous avez retenues grâce à ce système-là. Par exemple, avec de l'entraînement, moi, j'arrive à retenir ça du premier coup. Il suffit que je fasse la carte, je la relise une fois, dans une semaine, je m'en souviens toujours. Voilà, c'est des techniques. Je vous invite à rechercher sur Internet d'autres techniques comme ça, ou à vous entraîner sur ce genre de techniques pour maîtriser au mieux et tailler au maximum vos diamants qui sont vos informations pour les mettre dans Anki. Voilà un peu Anki. Juste, ça, c'est juste des outils. Anki, c'est un outil, des techniques que je vous ai expliqué pour faire des belles cartes, c'est aussi des outils. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, qui est votre façon de penser. Dans ce monde, votre arme la plus puissante, c'est votre pensée. Et en fait, si vous faites confiance, si vous êtes résilient, si vous avez de la patience, si vous avez un bon rapport à l'échec, en fait, ça va vous déclencher un potentiel encore plus énorme que de maîtriser à la perfection un outil. Et donc, j'espère que vous aurez un peu saisi le potentiel de Anki et que vous n'oublierez pas que votre potentiel, votre pensée, c'est celle-là avec ajustée à des outils qui vous permettra de retenir l'équivalent d'un pétaoctet. En tout cas, je l'espère pour vous. Voilà.